Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture numéro 2 du mois de novembre, donc des lectures que j'ai lues assez récemment. C'est parti, on y va. Alors, je sais que là maintenant, comme on commence à arriver dans quasiment du temps réel en termes de lecture, il y a des livres dont j'ai parlé très récemment, et pour certaines personnes, ces bilans lecture seront très redondants par rapport à mes vlogs où je parle de quasiment 90% de ce que je lis. Mais je sais aussi, et c'est pour ça que je le fais, que plein de gens n'aiment pas les formats vlog parce que c'est très long et je le comprends. Donc, je reste malgré tout sur ces bilans lecture que je vais essayer de faire vraiment en format assez condensé et assez court en vous mettant les vlogs en rapport en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Donc je suis désolée pour celles et ceux qui regardent toutes les vidéos qui vont trouver ça très redondant. C'est pas l'objectif de vous embêter avec ça, mais c'est plutôt pour les personnes qui voilà, n'ont pas envie de regarder des vidéos trop longues dans des formats où on parle beaucoup, chose que je peux concevoir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vraiment ça n'intéresse personne, voilà, mais parce que les bilans lecture, c'est pas les vidéos qui marchent le plus, on va pas se mentir. C'est pas que mon constat, hein, c'est le constat de pas mal de personnes sur Booktube. Mais en même temps, bah, je pense qu'il y a des personnes qui préfèrent ces formats-là et ça. Voilà, en fait, mon objectif à moi, c'est surtout que de parler de mes lectures le plus possible et que ça touche le plus de gens possible. Donc c'est pour ça que je fais cette espèce de petit doublon, entre guillemets. Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis. Voilà, j'en prendrai note, bien évidemment. Donc, sur ce, je vais attaquer tout de suite. J'ai 5 lectures à vous présenter. C'est parti, on démarre tout de suite. Première lecture dont je voudrais vous parler, c'est le nouveau cabinet d'effets de Louis Batissier, publié au Mouton électrique dans ce très joli collector, voilà, qui est vraiment extrêmement qualitatif. Je ne vous cache pas que j'ai été charmée par cette édition et ça me donne encore plus envie de lire les autres collecteurs qui traînent dans ma pile à lire des moutons électriques parce que je trouve qu'il y a un confort de lecture assez incroyable. On est sur une police qui est ni trop grande ni trop petite, où on ne voit pas les autres écritures, on voit quasiment pas le reste en transparence, ce qui est de plus en plus rare, on va pas se mentir. On a aussi ces très jolies gravures qui sont présentes tout au long de l'ouvrage, qui moi me plaisent beaucoup. Et puis on a ce dos tissé qui est très très joli, hein. Moi je suis assez fan. Ça c'est pour l'objet livre, parce que vraiment je me permets d'insister là-dessus, parce que je lis pas mal de reliés, je pense que vous le savez, enfin en tout cas j'en lis quand même un certain nombre, et c'est rare que la différence de confort de lecture soit évidente, je trouve, malheureusement, ce qui est quand même un comble. Mais là vraiment c'était assez évident, je vous le dis, si jamais vous aviez des hésitations, très chouette format. Je m'égare, je parle beaucoup trop. Le nouveau cabinet d'effets de Louis Batissier, c'est un recueil de contes. Il y a 5 contes à l'intérieur, écrits donc par Louis Batissier au 19e siècle. Je n'ai plus la date exacte, donc c'était en 1864, donc vous voyez, deuxième moitié du 19e siècle, et c'est quelque chose qui est important. Pourquoi ? Parce que tous les autres recueils de contes que nous connaissons, et tous les contes qu'on connaît depuis qu'on est petit, datent d'avant la Révolution française notamment. Alors les contes, les frères Grimm, c'est encore autre chose, c'est pas la France, mais vous voyez, il y a quand même une mentalité qui est très très différente et ça se sent extrêmement fort ici et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On a au tout début une préface de Louis Batissier qui va expliquer un petit peu les sources et l'origine des contes de fées et c'était absolument passionnant et c'est une personne qui déteste les préfaces et oui j'ai fait un master de lettres mais je déteste les préfaces. Je les utilise que quand j'ai besoin d'étudier un texte en profondeur, ce qui n'est peut-être pas très malin, je devrais plus les lire. Mais bref, là je l'ai lu, j'ai adoré. Et ensuite on enchaîne sur ces 5 contes. Donc je vais vous donner le titre des 5 contes, peut-être que ça vous parlera. Donc on est sur La petite grenouille verte, La princesse Hébé et le prince persin persiné, Bélinette ou la jeune vieille, Aventure du négociant Évaric et Biri Binker. Donc 5 nouvelles qui vont toutes comporter des fées, comme l'indique le titre, des gentilles fées, des fées beaucoup moins sympathiques, des fées qui vont lancer des sorts, des malédictions, des fées très classiques qui sont susceptibles et d'autres beaucoup plus modernes. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans chacune de ces nouvelles, c'est le ton très moderne pour des contes de fées. C'est-à-dire que on a la structure assez classique, sauf dans une du conte de fées, donc avec ce royaume où on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop quand, il n'y a pas tellement de temporalité, il y a les ressorts classiques du conte de fées, mais c'est hyper modernisé. Donc on a des princesses qui sont éduquées intellectuellement, par exemple, on a des princesses qui ne sont pas intéressantes que
par leur physique ou leur statut social. On a des princes et des jeunes hommes qui doivent passer des épreuves et qu'ils échouent lamentablement à répétition parce qu'ils sont trop imbus de leur personne ou parce qu'ils sont trop confiants ou parce que... Voilà, bref. On a vraiment un renouveau pour moi en termes de personnages. On a aussi toute une façon de penser par rapport à tout ce qui va être royauté. C'est-à-dire que là, on met bien en évidence eh bien, la vanité et l'orgueil des souverains et souveraines, notamment des princes et des princesses, qu'il faut changer parce que c'est pas comme ça que ça marche en fait, et qu'il est important de ne pas être qu'une personne qui pense qu'à elle et qui est égoïste quand a priori on gouverne un royaume. Ça se tombe sous le sens, mais apparemment pas forcément. Et on a aussi toutes ces figures de fées qui gravitent autour qui étaient trop chouettes. On a les ressorts assez typiques, comme je vous disais, du conte de fées, avec des gens transformés, des trucs magiques en fait, des objets magiques aussi, des artefacts, etc. Mais il y a quand même un ton très particulier, avec, surtout dans la dernière de mémoire, un ton assez humoristique où on se moque un petit peu voilà, du conte quelque part aussi, mais c'est un peu en sous-texte si vous voulez. Il y a ce cynisme par rapport au conte, ce regard sur le conte où on se rit un petit peu des clichés du genre que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que, comme je vous disais, les personnages étaient assez modernes, assez bien pensés, pas totalement, on reste dans le 19e siècle, il y a quelques remarques un peu voilà, mais dans l'ensemble, c'est assez moderne, c'est plutôt chouette, ça se lit super bien, c'est assez différent de ce à quoi on a l'habitude. Je trouve que c'est vraiment intelligent, ça se lit bien, ça prête à sourire, les gravures apportent vraiment quelque chose au tout, ça apporte ce côté un peu vieillot, un peu voilà, que moi j'aime bien dans les contes, et c'était vraiment une très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. Je pense typiquement que si vous aimez les contes, ça peut être hyper intéressant, mais aussi si vous êtes enseignant et que vous travaillez sur les contes, ça peut être très 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 intéressant d'utiliser ça parce que c'est peut-être beaucoup moins sexiste, beaucoup moins moralisateur, il n'y a pas de morale en fait là-dedans que les contes classiques. Et même si vous voulez étudier quelques contes classiques parce que c'est des contes classiques, mettre ça en parallèle, ça peut être plutôt intéressant. Donc vraiment très bonne lecture, je suis ravie. La couverture est de Melchior Ascaride, c'était vraiment une très chouette découverte et je suis contente de l'avoir enfin lu. En plus, ça se lit super vite. Voilà pour le nouveau cabinet des fées. Je vais ensuite vous parler d'un autre roman que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que sous ses airs de roman jeunesse, c'était assez complexe et je pense à Millepertuis de Julia Thévenot que j'ai lu en numérique et que j'ai mis pas mal de temps à lire sincèrement. Millepertuis, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est une sorcière, d'abord d'une enfant au tout début, qui est une sorcière qui s'appelle Horty, qui va à l'école classique, voilà, publique française, qui habite du côté de Tours, je crois, et qui va se retrouver confrontée en fait à un problème assez simple, assez rapidement dans l'ouvrage, c'est que les sorcières ont un or, donc le nord c'est ce qui un petit peu voilà, les pousse vers leur destin et leur permet d'avoir un destin, et ce nord est accroché à leur nombril. Et notre pauvre Horty, qui ne sait pas très bien ce qu'elle fait parce qu'elle a 6 ans, va donner son or à son meilleur ami Corentin, qui est un humain, et elle va se retrouver sans or, et ça va être très 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 compliqué, et il va se passer beaucoup de choses suite à ça. Et c'était vraiment une excellente, excellente, excellente lecture. J'ai été totalement embarquée, à la fois dans l'univers totalement décalé, et en même temps très engagée, j'ai trouvé, de cette autrice. J'ai adoré tous les procédés d'écriture, j'ai adoré les côtés hyper organiques de cette magie de sorcière où on utilise les fluides corporels, on utilise les rognures d'ongles, les cheveux, quelque chose de très terre à terre et qui pour moi est aussi une façon très engagée de parler de sorcellerie quand on écrit pour un public jeune adulte, et c'était très chouette. Et oui, je suis parfaitement éclairée. C'est toujours très compliqué ici. J'ai trouvé que c'était très engagé enfin, c'était un choix assez engagé de sorcellerie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous-textes par rapport au sexisme, par rapport au patriarcat, par rapport à la manière dont les hommes se comportent vis-à-vis des femmes et du pouvoir, etc. Il y a aussi beaucoup de sous-textes par rapport à l'adolescence, que ce soit les règles, que ce soit la découverte de son corps d'une part, puis la découverte de la sexualité d'autre part. C'était hyper engagé, hyper intéressant. On est sur un personnage principal qui a des questions, qui a des faiblesses, qui ne sait pas tout, bien au contraire, puisqu'on lui cache pas mal de choses, malheureusement, mais
qui est assez forte, qui sait ce qu'elle veut. Quand elle sait pas, elle réfléchit, mais une fois qu'elle a pris une décision, elle sait ce qu'elle veut et elle va, faire ce qu'elle veut, en fait. Mais c'est pas, ce côté enfin, j'ai trouvé, en tout cas moi personnellement, que ça donnait pas cette impression d'adolescente qui ne suit que ses envies et qui se fiche des conseils qu'on peut lui donner, parce qu'elle a pas de conseils, en fait. Mais elle est déterminée et c'est un personnage fort. On est sur aussi des personnages qui sont racisés, chose, que je trouve essentielle. C'est tellement peu le cas qu'il est important de le noter. C'est assez anecdotique, hein, on le dit pas tout le temps, mais on le dit quelques fois, et donc voilà, ça nous permet d'avoir une représentation des personnages qui est différente de celle qu'on peut se faire spontanément parce qu'on a l'habitude des personnages blancs, et c'est cool. On a pas mal de relations qui sont traitées, que ce soit en termes de sorcières entre elles, de familles de sorcières, comment fonctionnent les sorcières, voilà, cette espèce de grande famille que sont toutes les femmes sorcières, cette entraide, cette sororité entre les femmes qui était hyper intéressante. On a des relations aussi beaucoup plus basiques, intrafamiliales entre Ortie, ses deux sœurs et leur mère. On a aussi l'importance de la mémoire, du passé, de comment les sorcières ont été impactées par ce qui a pu leur arriver à travers l'histoire, que ce soit l'histoire avec un grand H et leur histoire personnelle d'individus, et comment ça forge leur vision de la vie, leur vision du monde, leur manière de s'entraîner, leur manière, voilà. Et c'était quelque chose de très intéressant que j'ai beaucoup aimé. J'ai fermé le rideau. Bref, donc vraiment, pour moi, c'était un excellent ouvrage. C'est très décalé, c'est très 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 perché. C'est aussi très engagé. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé. Alors, soit l'autrice le fait naturellement sans se poser de questions, et tant mieux. Soit vraiment elle a voulu écrire quelque chose d'engagé, ce qui à mon avis est le cas, et c'est très très chouette. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont abordées, que ce soit la manière dont on élève et on traite les enfants, la manière dont on a tendance à les considérer comme des individus pas capables de comprendre des choses simples pour leur protection, pour leur sécurité. Voilà, des sujets assez basiques comme ça, comme des sujets beaucoup plus évolués autour de la sexualité, de la libération des femmes, du corps, etc. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de choses en fait dans ce livre, et c'est vraiment un livre qui est dense et qui est à la fois très perché, avec beaucoup d'aventures à proprement parler, et à la fois beaucoup de sous-textes. Mais j'ai tellement, tellement, tellement adhéré, accroché et aimé que je ne peux que vous le recommander. Si vous voulez un très, 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 très bon jeunesse, young adult, voilà, avec une écriture différente, qui est travaillée, qui propose beaucoup de choses en termes de sous-texte et en termes d'histoire, vraiment ça peut vous plaire. Vraiment, j'ai adoré. Je vais me le procurer pour l'avoir parce que j'ai très envie de le relire. J'ai déjà à l'heure actuelle envie de le relire, mais je le ferai pas maintenant. Mais je vais me le procurer parce que je suis, voilà, encore, ça a laissé des marques très fortes en moi et dans mon esprit. Lecture suivante dont je vais vous parler, c'est le tome 3, donc le dernier tome de Capitale du Nord et de la double trilogie de la Tour de Garde de Claire Duvivier, qui a été une excellente lecture et une excellente surprise. Donc ça, c'était l'Explora Livre du mois d'octobre. Et j'étais ravie de lire toute cette saga avec les filles, puisqu'on a lu toute la saga ensemble, hein, les deux sagas. Donc c'était vraiment très très chouette. Ici, on retrouve le personnage d'Amalia, bien évidemment, pas que, mais notamment le personnage d'Amalia, et qui se débat avec à la fois la politique, son histoire personnelle. Voilà, je vais pas vous en dire plus, c'est un tome 3, mais c'est la continuité assez logique du tome 2. Là où j'ai beaucoup plus aimé, je pense, que les tomes précédents, et ça, alors attention, je fais un disclaimer avant. Je dis pas que les tomes précédents n'étaient pas bons, c'est pas du tout le cas. Ils étaient très bien écrits, ils étaient très intelligents, et genre, typiquement, Juliette a par exemple beaucoup aimé. C'est très personnel. C'est vraiment une appréciation extrêmement subjective et personnelle par rapport à mes goûts. Et ça veut pas dire que c'est pas bon. C'est ça que je préfère le redire et le repréciser. Mais moi, j'avais beaucoup de mal avec le personnage d'Amalia pour diverses raisons. J'avais trouvé que dans le 1, c'était vraiment le cliché de la petite noble égoïste qui ne pense qu'à sa personne, qui est très susceptible, qui voilà, prend mal les choses, qui est centrée sur elle-même, qui est égocentrée, etc., etc. Ce qui m'avait déplu de base. Dans le tome 2, ça allait mieux, mais j'avais trouvé, il s'était passé un épisode tout à la fin de l'ouvrage qui m'avait vraiment très 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 fortement dérangée. Et ce tome 3 résout tout ça, et c'était trop chouette. Donc, il y a de la part d'Amalia déjà une évolution dans sa mentalité, qui est assez logique par rapport à ce qu'elle vit, puisqu'elle vit beaucoup de choses dans les deux premiers volumes, et aussi dans ce troisième. Et moi, ça m'a totalement convaincue, parce que j'ai trouvé que c'était logique, c'était cohérent, c'était bien amené, c'était bien fait, et c'était une remise en question de beaucoup de choses, et notamment de son statut social, et c'est quelque chose que j'ai apprécié.
En parlant avec Juliette et Pénélope, je pense que ce qui faisait que, enfin, en tout cas, ce que j'avais peut-être pas compris, c'est qu'effectivement, et c'est dit dans le tome 3, Amalia a clairement des problèmes, de sociabilisation, on va dire, et que peut-être c'était un peu ça qui était, donné dans le 1 et le 2, surtout dans le 1, et que j'avais perçu plus comme un trait de caractère négatif que comme, enfin, je sais pas comment vous dire, je l'avais perçu comme une sorte d'égoïsme et c'était peut-être plutôt, bah, limite, voilà, elle était pas adaptée socialement et c'est pas de sa «faute» entre guillemets, même si elle m'agaçait quand même, on va pas se mentir. Et là, en fait, ça, on parle aussi de ça. Donc je vais pas trop vous en dire, je vais pas trop vous parler de l'histoire à proprement parler, puisque moi, enfin, au-delà du fait que j'ai adoré l'histoire, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'évolution d'Amalia et c'était trop trop bien. J'étais trop contente de voir comment elle évoluait, de la voir changer, de la voir grandir, de la voir mûrir, de la voir résoudre des conflits d'elle par rapport à elle internes, mais aussi des conflits avec d'autres personnages et des problématiques qui n'étaient pas résolues jusqu'à présent. Donc ça, c'était très très chouette. Et je pense que j'ai saisi l'évolution d'Amalia. Je pense que c'était volontaire de la part de l'autrice et qu'elle a très 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 bien fait cette évolution psychologique. On est quand même sur une histoire qui est très centrée sur la psychologie des personnages, même s'il y a aussi de la politique, même s'il y a aussi une histoire de fond, bien évidemment, mais c'est un des points importants de l'ouvrage, donc je préfère vous le dire. Sachez que la politique est peut-être un petit peu moins importante que dans Capitale du Sud, enfin en tout cas, elle est importante dans l'histoire, mais elle est moins développée, on va dire. Moi, ça me dérange pas. Ça m'a pas du tout dérangé parce que ça m'allait très bien comme ça. Ça peut être le cas. On n'a peut-être pas tous les tenants et aboutissants des enjeux politiques dans Capitale du Nord, mais vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a pas du tout dérangé. J'ai eu ce qu'il fallait, en fait. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce dernier tome, et après j'arrête avec ça, c'est que, comme c'est le dernier, ça résout plein de choses qui n'étaient pas résolues dans le dernier tome de Capitale du Sud. Et celui-ci, pour moi, est vraiment nécessaire pour tout comprendre, la fin de Capitale du Sud. Vraiment la comprendre, en fait. Et en ça, je tiens à vous redire quand même qu'il est vraiment intelligent, je pense, de suivre l'ordre de parution des livres, donc le tome 1 de Capitale du Sud, le tome 1 de Capitale du Nord, le tome 2 de Capitale du Sud, le tome 2 de Capitale du Nord, etc. Pour vraiment tout avoir comme il faut et apprécier et savourer sa lecture. Je pense que c'est le mieux. Après, vous pouvez lire les sagas indépendamment dans l'ordre que vous voulez a priori, mais ça a quand même été pensé comme ça, et même si elles sont indépendantes, ça a quand même été pensé comme ça, et ça se sent surtout dans ce dernier volume. Après, vous faites comme vous voulez, je vous le dis, au cas où voilà, vous poseriez la question, vous savez ce que j'en pense. C'est mieux, je pense, de suivre l'ordre de parution. Toujours est-il que j'ai adoré ce dernier volume. Je pense que j'ai été beaucoup plus satisfaite dans cette fin de saga que dans la fin de saga de Capitale du Sud, mais je pense que c'est totalement dû à ce que je viens de vous dire précédemment, à savoir qu'ici, on résout un petit peu tout ce qui est resté un petit peu en suspens, et c'est ce que j'ai apprécié, mais après, je vous dis, j'ai tellement été agréablement surprise par l'évolution d'Amalia que je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. Dans tous les cas, quelles que soient les considérations que je peux vous donner à l'heure actuelle, sachez que c'est une double trilogie qui est de très 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 grande qualité. C'était un pari, je pense, assez osé de la part de la maison d'édition de publier deux trilogies par deux auteurs différents qui travaillaient ensemble, mais voilà, c'est quand même quelque chose, voilà, c'est quand même un pari qui pour moi est vraiment, vraiment réussi. J'espère que nous aurons d'autres choses, que ce soit autour de l'univers de la Tour de Garde ou d'autres écrits des deux autoristes, parce que j'ai adoré à la fois la complicité et l'intelligence de ce travail à deux, mais en même temps, dans leur individualité, j'ai aimé. Donc je vous recommande, c'est excellent, c'est intelligent, c'est très politique, c'est très engagé. Je pense qu'il y a des choix très engagés de la part des autoristes et c'est important de lire aussi des livres qui ont un vrai fond politique et c'est le cas. Donc voilà. Ensuite, lecture suivante que j'ai rendue à la médiathèque, donc je ne peux pas vous la montrer physiquement, c'est Morwena de Joe Walton, que j'ai lu très très récemment, dont j'ai parlé peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant en vlog, qui va parler de jumelles qui a priori ont un petit espèce de pouvoir magique, qui voient des fées, qui ont un lien très particulier avec la nature et les fées. Et dès le début, on apprend qu'une des deux est décédée et que l'autre, suite à l'accident qui a tué sa sœur malheureusement, a été très grièvement blessée. Donc elle a un handicap physique suite à ça, puisque elle a des douleurs chroniques à la jambe et des difficultés pour se déplacer. Et surtout, on apprend qu'elle fuit sa mère. Elle a été elle-même voir les services sociaux qui ont fait le choix de la placer chez son père qu'elle n'avait jamais vu avant, sachant qu'elle a 15 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça démarre. Elle arrive chez son père et ses tantes lui disent qu'elle va être mise en pension dans un très prestigieux établissement anglais. Elle est galloise d'origine. Et
Et voilà, on va retrouver Morwena, 15 ans, handicapée physiquement, galloise, dans cette espèce d'établissement où le sport prend à peu près 3 heures par jour aux autres élèves, où bah, on a cette espèce de prétention à l'accent anglais, où elle n'est pas très bien accueillie, elle n'est pas... voilà. Mais en même temps, où elle sait s'imposer, où elle sait se faire respecter et où elle arrive à prendre du recul par rapport à ce qui peut se passer dans cet établissement. Et c'était tellement, tellement, tellement chouette. D'un côté, il y a cette ambiance un peu Dark Academia dans ce pensionnat anglais, vieillot, etc., où elle va fréquenter cette bibliothèque qui est vieillotte aussi. Il y a cette ambiance qui était très réussie, mais il y a aussi tout le côté livre, amour de la science-fiction, et hyper, hyper, hyper fouillé et riche en termes de culture de SF et de fantasy, qui était exceptionnel. J'avais pas toutes les références, mais j'ai adoré découvrir des noms d'auteurisses qui, pour l'autrice, doivent être des références pour le coup, je pense. Si vous aimez les livres, je pense que vous ne pouvez que vous sentir bien dans Morwena parce que vraiment, tout tourne autour de ça, de la lecture. C'est sa passion, c'est ce qu'elle fait quand les autres font du sport. Donc 3 heures par jour minimum, elle lit. Elle écrit aussi, puisqu'on est sur un livre en forme de journal intime. Et, hum, et c'était incroyable. Et enfin, troisième aspect hyper intéressant, c'était le côté fantastique, le côté fée, le côté elfe des bois ou que sais-je, comment vous pouvez les appeler, qui était très réussi parce qu'on est vraiment dans ces fées qui descendent directement de la tradition anglo-saxonne, donc des fées qui ne sont pas forcément bonnes et gentilles, pas forcément méchantes non plus, mais qui ont leur propre but, leur propre objectif, avec des moyens de communication très particuliers et pas toujours très compréhensibles pour les humains, et qui entraînent bah, un petit peu les humains parfois à leur perte sans franchement le vouloir directement, mais voilà. Donc vraiment ce triple aspect était très réussi, ça va aborder énormément, énormément de questions, encore une fois en sous-texte hyper important du point de vue de l'adolescence, que ça soit, je ne sais pas moi, que ça soit l'acceptation d'autrui, que ce soit les relations intrafamiliales toxiques, que ça soit les familles recomposées, que ça soit la sexualité encore une fois. Enfin bref, ça aborde beaucoup, beaucoup, beaucoup de thématiques propre à l'adolescence. C'était très bien abordé. Morwena est hyper bien et vraiment très réussie en tant qu'adolescente parce qu'elle est vraiment dans ce... Et c'est ce que j'avais trouvé un petit peu aussi dans le clairvoyage. C'est vraiment cette transition entre l'enfance et le début de l'âge adulte. Et c'est hyper abouti, travaillé, réussi. Enfin, je me suis reconnue dans plein de choses que Morwena pouvait traverser, pouvait vivre et sur lesquelles elle pouvait se questionner. Et pour moi, c'était vraiment très réussi. Donc une très 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 bonne lecture que j'ai adorée, avec peu d'action en fait finalement concrètement, puisqu'on est quand même sur une jeune fille qui passe son temps à lire et à écrire, mais quand même un petit retournement de situation à la fin qui était plutôt pas mal pensé. Enfin, c'était vraiment très réussi. N'allez pas lire Morwena en vous attendant à un livre d'action sur les Fae, on n'est pas là-dedans du tout. On est vraiment sur la vie d'une adolescente qui doit se reconstruire après le décès de sa jumelle et bah, après avoir fui sa mère, donc c'est quand même ça a ce côté très social. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de thématiques communes avec Mes vrais enfants, qui doivent être, je pense, des thématiques très chères à l'autrice, et qui sont très réussies, et qui rendent bah, le tout très sensible, très touchant, parfois dur, mais vraiment très 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 bonne lecture, je vous recommande vivement. Enfin, dernière lecture dont nous allons parler, c'est ce livre, c'est La Maison au sortilège d'Emilia Hart, qui est un SP que j'avais reçu de la part des Escales, qui est sorti en octobre, je crois, je ne suis plus sûre, mais je crois qu'il est sorti pas septembre? En septembre. Fin septembre, alors peut-être. Bref, très récemment dans tous les cas. La maison au sortilège, ça va parler du destin de 3 femmes à pas mal de siècles d'écart. Donc on va suivre Alta au XVIIe siècle, on va suivre Violette pendant la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre Kate en 2019, donc actuellement. Et donc on va suivre ces 3 femmes qui sont toutes les 3 dans des situations très compliquées, puisque dès le début, on apprend qu'Alta est accusée de sorcellerie et va subir un procès pour sorcellerie. On suit le personnage de Violette qui, quant à elle, vit dans un foyer très toxique de noblesse anglaise, où son père est extrêmement toxique, extrêmement dur avec elle, vraiment une très mauvaise personne, avec plein de red flags dès le début, et qui va se retrouver bah, à devoir jouer le jeu social, et ça, voilà, je vous laisserai découvrir. Et on va suivre le personnage de Kate, qui, quant à elle, essaie de s'échapper d'une relation toxique avec un conjoint qui la maltraite autant physiquement que psychologiquement. Donc vraiment, on est sur 3 destins de femmes assez différents, sous certains aspects, mais en fait très très proches, en termes de concret, hein, voilà. Et
être à la fois sur ces situations personnelles, féministes, assez engagées, de femmes dans une société patriarcale et ce que ça peut impliquer, et en parallèle sur ce côté très fantastique autour de cette fameuse maison, autour de la sorcellerie et d'une certaine famille. Ça se passe en Angleterre, donc pareil, il y a aussi ce côté très, voilà, un peu magique de la nature. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve très fort et que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un livre qui se lisait tout seul, qui était addictif, qui était intelligent, qui, enchaînait très bien. Il y avait un très bon rythme où on enchaîne, on alterne les points de vue et c'est bien fait, c'est cohérent, c'est logique. Petit à petit, toutes les pièces du puzzle prennent leur place et ça s'éclaire et on comprend et on voit où ça va et c'est bien enfin vraiment c'était bien fait. C'était, assez touchant à plein de moments. Certaines pour certains personnages plus que pour d'autres, mais ça c'est vraiment une question de sensibilité. Moi, j'étais très touchée par l'histoire de Violette que j'ai trouvée extrêmement dure, mais en fait les 3 sont très durs, on va pas se mentir et en même temps, ça parle aussi de puissance des femmes, ça parle aussi de résilience, ça parle aussi de sororité à certains moments, et ça parle aussi de cette force qu'on peut déployer malgré cette oppression constante qu'on vit, en fait, si vous voulez. Ça va pas glorifier, enfin moi j'ai pas trouvé que ça glorifiait le fait d'être ultra puissant, d'être badass comme on dit, ça glorifie le fait de tout faire pour essayer de s'en sortir, de trouver sa voie, de trouver son chemin, de voilà, c'est pas facile, on voit que c'est pas facile pour elle de s'émanciper, c'est pas facile, et quand je dis elle, c'est elle au pluriel, hein, c'est pas facile de faire ses choix, de mener la vie qu'on a envie de mener, de se défaire des liens toxiques, de voilà, c'est pas facile du tout et on le sent, mais en même temps, c'est aussi un peu un message d'espoir et de dire, ben, on peut y arriver. Alors, on est d'accord, on vit pas toutes les mêmes situations que ces femmes vivent dans l'ouvrage. C'est volontairement, je pense, exacerbé. C'est des situations extrêmes, bien que, en fait, ça soit pas si rare que ça. Mais il y a cette volonté quand même de mettre des situations en avant qui sont un peu complexes, avec des hommes qui sont extrêmement toxiques. Mais encore une fois, je pense que c'est bien fait parce que ça représente en fait nos sociétés, qu'on le veuille ou non. C'est assez réaliste, c'est assez réussi, et c'est important de mettre ça en avant et de parler de ces sujets-là dans un livre hyper accessible parce que ça n'a pas volonté d'être un essai féministe, ça n'a pas volonté de révolutionner le féminisme, la manière dont on voit le féminisme, mais ça en parle dans un livre qui est page-turner, qui a ce côté un peu haletant, un peu thriller, où voilà, il se passe plein de choses et c'est accessible et en même temps c'est bien écrit. Les ambiances sont très réussies, les personnages sont très réussis dans l'ensemble. On est sur 3 points de vue, donc forcément, on creuse pas énormément chacun des points de vue, mais suffisamment pour s'attacher au personnage et suffisamment pour comprendre en fait ce qui se passe dans elle et les enjeux. Et j'ai trouvé que vraiment c'était bien fait. Typiquement, ce que ressent Kate après s'être échappée, ça spoil rien, dès le début elle s'échappe, hein. Donc typiquement ce que ressent Kate, j'ai trouvé que c'était hyper. J'arrivais à ressentir ce qu'elle ressentait, à ressentir sa peur, à ressentir cette peur qui persiste en elle longtemps alors qu'elle est plus avec cet homme. Bref, excellent livre, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur absolu, mais vraiment, je pense que ça vaut le coup d'être lu pour l'ambiance, pour les thématiques abordées, pour l'histoire en elle-même et pour ce côté très satisfaisant des pièces qui se mettent en place. Dernier point, et après j'arrête d'en parler parce que voilà, je pense que j'en ai beaucoup parlé en vlog, je vous remettrai ça en barre d'infos. J'ai trouvé que tout le côté fantastique, si il a tendance à faire de ces femmes des femmes qui ne sont pas des femmes communes, vous et moi, en gros, c'était surtout je pense, un procédé très métaphorique qui était plutôt réussi. Voilà, j'arrête avec ça. En tout cas, sachez quand même que c'est blindé, blindé de trigger warning sur les violences sexuelles. Franchement, c'est assez dur, hein, je vous le dis. Donc soyez prévenus si vous voulez y aller. C'est voilà, c'est quand même. En même temps, vous vous en doutez vu ce que je viens de vous dire. Mais voilà, bref, très bon livre. J'ai beaucoup aimé, vous comprendrez que ce mois de novembre pour le moment est plutôt réussi en termes de lecture. Je lis des choses qui me plaisent et c'est trop chouette. Voilà. Donc je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures dont j'ai pu parler précédemment. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de lecture qui rentrent dans mes goûts, dans mes intérêts. Je serai très curieuse de les regarder, de les noter éventuellement et de les découvrir ensuite. N'hésitez pas également à vous abonner si ça n'est pas fait et que vous appréciez mon contenu, ça fait plaisir. À ce propos, je voulais vous remercier parce qu'on a fait un bond en termes de nouveaux et nouvelles, surtout arrivantes sur cette chaîne. Donc je vous salue, j'espère que vous vous plairez ici et surtout, je vous remercie tous et toutes d'être aussi présents à la fois en commentaire, à la fois en like et ça me fait très plaisir. Donc je vous fais
Plein, 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 plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, de très bonne lecture et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!